Dans Mythbusters, la position de sécurité est-elle censée vous sauver la vie? Je ne le sens pas du tout. Ou plutôt vous tuer? Et J'ai comme l'impression que je conduis très mal. conduire tout en téléphonant Tu peux répéter? est-il aussi dangereux Donnez-moi une bière. que de conduire en état d'ivresse? Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Je rejette votre réalité et la remplace par la mienne. et Jamie Heineman. On est bien là-dedans, c'est intime. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. C'était intense. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes. Ils les mettent à l'épreuve. Écoutez, celle-là, elle est bien bonne. J'ai pris l'avion ce week-end et alors que je lisais les consignes de sécurité, j'ai entendu un mythe intéressant. Mon voisin était sûrement un fan des théories de conspiration parce qu'il m'a dit que la position que l'on doit adopter sur les grandes lignes lors d'un atterrissage ou d'un amérissage d'urgence a en fait pour but de vous tuer. Comme ça, lorsque l'avion s'écrase, vous avez la nuque brisée instantanément. Il paraît qu'un procès d'homicide par imprudence leur revient moins cher que de payer des années de rééducation. Bien vu, Carrie. On va encore pouvoir détruire un avion. Ce serait marrant, mais je ne crois pas que ce soit possible. On doit pouvoir faire plusieurs tests. Si on détruit un avion entier, on n'aura droit qu'à un essai, et encore. Tu as une idée pour concrétiser le test? Oui, il faut un système que l'on puisse contrôler de A à Z et qui permette de faire plusieurs expériences. Un test où Buster adopterait la position de sécurité, un autre où il serait assis normalement. Voyons s'il s'en sort en un seul morceau. Il faut voir s'il y a une différence entre la position de sécurité et la position normale. Et la classe affaires? Est-ce qu'on est plus en sécurité quand on paie plus cher? Qu'en est-il des sièges qui font face à ceux des passagers et qui sont utilisés par l'équipage? Exactement. Pour tester le bien fondé de ce mythe, nos compères vont devoir donner de leur personne. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Tout d'abord, il leur faut trouver 3 types de sièges différents. Et une fois de plus, les Mythbusters vont rendre visite aux vendeurs de pièces détachées d'avions. Il est énorme, ce hangar. Lors de leur dernière visite, ils avaient trouvé une cuvette de WC pour leur test de succion. Quel souvenir mémorable! Les Mythbusters ont toujours eu un penchant pour l'immaturité. Ça marche? Ça marche pour de vrai? Qui l'eût cru? Trêve de plaisanterie, notre équipe est là dans un but précis. Regarde-moi cette liste de courses. Il nous faut 5 rangées de sièges de classe économique. Une rangée de 2 sièges classe affaires. C'est ta première fois en classe affaires? Oh la vache! Moi aussi. C'est la belle vie. Et le dernier objet de la liste, un siège réservé à l'équipage. Super, ça va être parfait. Satisfaite? Tu crois qu'on a tout? Je suis très satisfaite. Ça va être génial, on a trouvé des trésors ici. On a du pain sur la planche. Autant rentrer à l'atelier. Même si le transport aérien est l'un des moyens de locomotion les plus sûrs, chaque année, dans le monde entier, les accidents d'avion tuent environ 550 passagers et en blessent grièvement des centaines d'autres. D'entrée de jeu, nos chercheurs ont déjà prouvé le bien fondé d'un des éléments du mythe. Eh oui, ils ont confirmé que cela revenait moins cher aux compagnies aériennes d'assumer la réparation du préjudice subi que de payer pendant des années pour quelqu'un qui a été blessé. La réparation du préjudice vaut entre 3 et 5 millions de dollars par personne. Mais selon la gravité des blessures, les frais de rééducation à vie peuvent coûter à la compagnie entre 8 et 10 millions de dollars. Ils peuvent même atteindre les 50 millions. Toute la famille de Buster est réunie. Ouais. Pour garantir aux passagers une sécurité maximale, l'ingénieur Richard Weiss de la Direction générale de l'aviation civile teste la résistance des sièges d'avion à un accident et les possibles conséquences pour les passagers. C'est génial. Carrie s'est rendue dans les bureaux d'Oklahoma pour voir comment cela se passe. C'est dans ce hangar que l'on fait tous les tests. Et bien sûr, au milieu, c'est notre piste d'essai.
Voici le siège que l'on utilise pour nos essais. C'est une sorte de plateforme réglable. On arrime le câble à l'avant et on peut le tirer en arrière grâce au treuil pour contrôler la vitesse. Plus on le tire vers l'arrière et plus il accumulera de la vitesse. Lors de ce test, la vitesse est de 11 mètres secondes pour une force de 14 G. On atteint les 14 G en 80 millisecondes seulement. Et grâce au mannequin test, nous allons pouvoir recueillir des informations et savoir si le passager aurait été blessé ou non. Cette mise en scène a beau être un peu trop élaborée pour nos jeunes Mythbusters, Tori a une idée de test moins onéreuse. Nous, on n'a pas les pistons hydrauliques qu'ils utilisent dans leur labo. Il va falloir trouver un autre moyen de réaliser ce test. Ce que l'on peut faire, c'est construire un portique et y fixer les sièges, puis faire tomber le tout du haut d'une grue. Il faut juste réussir à atteindre les 11 mètres secondes. En une seconde seulement, on peut obtenir une sacrée force gravitationnelle. Mon plus gros souci, c'est que ce truc devra être extrêmement résistant. On a utilisé des tuyaux de 5 cm d'épaisseur et on les a consolidés. Le portique forme un angle de 30 degrés. Cela correspond au cahier des charges des tests de l'aviation civile. Mais avant le décollage, prenons la route pour tester un autre mythe. Allez, avouez que vous avez déjà téléphoné en conduisant. Et au fond, vous saviez que c'était dangereux. Mais laisse tout autant que cet autre tabou du volant. J'en ai un autre pour vous. Voici un mythe qui dit qu'il est aussi dangereux de conduire en téléphonant que de conduire en état d'ivresse. C'est sûr que lorsque l'on compose le numéro, on ne regarde pas la route. Ce que nous devons démontrer, c'est si la conversation en elle-même est dangereuse. Oui. Oui, à mon avis, les gens profitent d'être à un stop pour composer le numéro, puisqu'ils sont à l'arrêt. Et ils pensent ne rien risquer à parler une fois la voiture en mouvement. La clé, c'est de vérifier s'il n'y a aucun danger à téléphoner en conduisant. C'est ça, notre test. Pour ce faire, direction le circuit de l'école de pilotage Russell à Napa, en Californie. Les cobayes d'aujourd'hui seront Carrie et moi. On va emprunter le circuit de l'école de pilotage Russell. Ils vont pouvoir tester plusieurs de nos compétences au volant. Nos amis vont commencer par un tour de chauffe, sans une goutte d'alcool dans le sang et sans téléphone, pour se familiariser avec le circuit. Puis, ils vont à nouveau emprunter le circuit, mais cette fois, Jamie a pour consigne de les distraire en leur téléphonant. Qu'est-ce que tu dis? Pour couronner le tout, ils vont carburer à la bière, faire un test d'alcoolémie sous le contrôle de la police et reprendre le volant pour le bouquet final. C'est pas vrai. Ce mythe n'est pas évident. J'ai déjà remarqué que lorsqu'on téléphone au volant, on a tendance à se déconnecter de la réalité. Je n'ai jamais conduit en état d'ivresse, alors je ne sais pas si c'est comparable. Avec de la bière au frais et un téléphone chargé à bloc, on va vite être fixé. Bonjour, Jamie. Marc Volokatiuk. Enchanté. Marc Volokatiuk, le moniteur de l'école de pilotage, les emmène sur le circuit. Je suis prête. Partez. Vous êtes prêts? Partez. Premier défi, accélérer à la vitesse demandée et s'arrêter pile devant le panneau. Si vous n'atteignez pas les 50 km/h, c'est raté. Si vous ne vous arrêtez pas au stop, c'est raté. Personne ne pile comme ça, si? Moi non. Apparemment, Adam non plus. Ne prends pas l'autre fil. Et enfin, un grand classique, le créneau. Oh la vache. Tu viens d'écraser Mémé pour t'aligner. C'est raté. Je n'arrive toujours pas à me garer. Non. Et maintenant, le chronomètre. Le but, c'est de rouler à 25 km/h sur tout le circuit. Si vous roulez trop vite, ou pas assez, c'est raté. C'est parti. Allez.
C'est facile de se laisser emporter ici. Oui. Monte au moins à 16 km/h ici. C'est bon. Et en guise de plat de résistance, la course d'obstacles. Tu vas rouler jusqu'à 50. Je te dirai s'il faut aller à gauche, à droite ou tout droit. Tu vas devoir changer sans toucher les plots. Et tout ça sans freiner. Sans freiner? Tu dépasses les 40, tu as 43. À gauche. Raté. On s'est pris un plot. Bon, à droite. Bien joué. Ça vous rappelle des souvenirs de leçons de conduite? Ça a été? C'était pas mal du tout. Tu as été un peu vite dans le test sur route. Tu sais bien te garer, mais quand tu tournes, il faut vérifier à droite et à gauche et mettre le clignotant. Pendant le test? Oui. D'accord. Tu as réussi, c'est bon. Mais pour Carrie, J'ai comme l'impression que je conduis très mal. J'ai vu pire. Il faut t'entraîner au créneau, mais peu de gens le font. Tu as raté le test de stationnement. Quant au reste, tu t'es très bien débrouillé lors du test d'obstacle. De justesse, mais c'était bien, donc c'est bon. mais ne vous en faites pas, le meilleur est encore à venir. À mon avis, conduire en téléphonant va faire plus de dégâts que ce que l'on pense. Avec le téléphone, ça va être un massacre. C'est obligé. Déjà que je dois me concentrer pour me rappeler comment aborder le circuit, alors là... À l'atelier, la structure de l'avion de Tori est quasiment prête. Dans quelques instants, ce pauvre Buster va tester pour nous l'efficacité de la fameuse position de sécurité. La prochaine étape, c'est de recouvrir tout ça avec du contreplaqué. Ça imitera le plancher de l'avion. Après ça, j'installerai les rails et je fixerai les sièges. Attention, Tori. Souviens-toi la dernière fois que tu es monté à vélo. Tout va bien. Heureusement, ce jour-là, Tori ne s'est rien cassé. Mais aujourd'hui, l'équipe espère secrètement que Buster finira en pièces détachées. Lors de ce test, les fractures de Buster vont nous montrer les conséquences de la position de sécurité sur le corps humain. Avant de commencer, je vais réaliser une batterie de tests pour vérifier que Buster est prêt à nous fournir des données qui soient exploitables. Il faut s'assurer qu'il s'approche au maximum du corps humain. Pour ajouter les os les plus réalistes possibles à la structure en aluminium de Buster, nos amis testent la résistance de plusieurs matériaux. Tout d'abord, des os d'animaux. Oui. Puis du bois, De la fibre de verre, de l'acrylique, du PVC et un tube en carbone époxy. Tout cela pour voir lequel se brise comme le ferait un os humain. Carrie a enfin trouvé son bonheur. regardez. Il a beau être cassé, il n'est pas en 1000 morceaux. C'est parfait. Le tube en carbone époxy et l'os d'agneau se sont tous deux brisés à une charge dynamique de 55 kg. Donc c'est ça que je vais utiliser. Si au cours de notre expérience, ce matériau se casse à l'intérieur de Buster, on pourra en conclure qu'un os humain se serait cassé aussi. C'est loin d'être parfait, mais c'est ce qui se rapproche le plus de la réalité. Bonne nouvelle pour Buster, il ne sera pas seul. Plein de mannequins à massacrer. On peut dire qu'on a l'embarras du choix. À force de maltraiter Buster, j'en ai oublié à quoi ressemblait un mannequin neuf. Buster retrouve enfin ses parents. Regarde son père. Il est baraqué. Le père doit avoir du sang de Heinemann. Ce ne sont pas vraiment des mannequins test. Le poids est bon, mais il n'est pas réparti correctement. Ils sont là pour simuler la présence de passagers autour de Buster, mais c'est toujours lui notre cobaye. Ils sont là pour faire beau. Tu sais, c'est un grand moment de pouvoir enfin étendre les mauvais traitements au reste de la famille.
Je sais qu'ils ne sont pas aussi résistants que Buster, mais ça vaut le coup d'essayer. Mais avant de passer aux choses sérieuses, un petit relookage s'impose. Elle était livrée avec un soutien-gorge? Un peu de décence, c'est un programme familial. C'est le tien de soutien-gorge? Non. Pendant que Carrie s'occupe de la décence des mannequins, Jamie aide Tori à peaufiner la structure de l'avion. Maintenant qu'elle est en place, il ne manque plus qu'un petit détail, les sièges. Tu ne crois pas qu'on devrait laisser plus de place aux passagers? Non, on devrait les entasser encore plus pour faire du profit. Le carburant, c'est précieux. Plus de passagers, c'est plus d'argent. C'est pour ça que les compagnies aériennes font faillite. Ils laissent trop de place aux passagers. Tu es tellement gentil. L'embarquement du vol Mythbuster a commencé. Les passagers sont priés de se présenter au comptoir. Je crois qu'encore une fois, notre gros problème va être d'analyser ce qui est arrivé à notre bon vieux Buster. Il ne peut pas s'exprimer, mais nous, on doit savoir s'il est blessé ou s'il est mort. Et il faut déterminer s'il y a une différence entre la position de sécurité et une position normale. Je crois qu'on devrait surtout vérifier s'il a la nuque brisée. Pour l'instant, il n'a aucun moyen de nous indiquer que ses cervicales ont souffert. Si l'avion s'écrase et que votre tête vient buter contre le siège devant vous, votre cou va se fléchir et le reste du corps va continuer sur la même trajectoire. On appelle cela l'extension. Mais le cou de Buster est rigide et ne se plie pas comme celui d'un être humain. Laissons au roi de la bricole le soin de remédier à cela. Buster va avoir droit à un nouveau cou qui remplacera celui-ci. Je vais devoir le fabriquer. Cette partie-là. J'ai acheté des charnières à la quincaillerie. Comme ça, son cou pourra se plier en arrière. Grant ajoute également des ressorts pour imiter les muscles du cou, qui en temps normal résistent à n'importe quelle force appliquée au front. Mais un cou qui se plie, cela ne résout qu'une moitié du problème. L'équipe veut également connaître l'étendue du traumatisme cervical pendant l'accident. Ceci peut être déterminé en calculant l'angle de déviation du cou, à savoir jusqu'où il se plie en arrière. Pour ce faire, Grant va accrocher une série de poids à la nuque de Buster pour la fléchir. Je lui ai préparé 70 kilos. Il faudra ensuite mesurer la résistance au niveau du cou de Buster à l'aide d'un potentiomètre, qui ensuite enverra un signal à l'ohm-mètre. Plus il indiquera de kilo-ohm, plus il y aura eu de dégâts. L'équipe commence par calculer la résistance du cou sans les poids, pour déterminer une mesure étalon. Bon, au départ, ça donne... 4,29. D'accord, 4,29. On est prêt? Oui. Il n'y a plus qu'à la baisser, c'est parti. Ensuite, ils augmentent le nombre de poids et mesurent l'angle de déviation. Super, qu'est-ce que ça donne? 6,2. 6,2 kilo-ohm. Traumatisme cervical grave. C'est génial. Ta solution est vraiment digne de Miss Buster. Merci, Grant. Merci. Je n'ai plus qu'à lui remettre son visage. Pas si vite. Grant a encore un gadget à installer sur la tête de Buster. Un accéléromètre qui mesurera la force du choc qu'il recevra au cerveau. Grant espère également mesurer la force de l'impact sur d'autres parties du corps de Buster. Il lui colle sur le torse des autocollants indicateurs de choc. Ça se trouve très facilement dans le commerce. Il suffit d'en coller sur ton colis pour savoir s'il a reçu des chocs. Comme ça, la compagnie de transport est responsable. Si la capsule contenue dans l'autocollant se rompt et vire au rouge, cela indique un choc excessif. J'ai des autocollants de 50, 75 et 100 G. Ce qui est bien, c'est que ces trois chiffres correspondent à 3 degrés de traumatisme chez l'homme. 50 G, cela représente le choc reçu par tout le corps lors d'un impact frontal. Ce qui veut dire qu'en dessous de 50, on peut peut-être s'en sortir. Exactement. D'accord. Sans aucune lésion grave. 75, cela correspond à un choc par l'arrière. Encore une fois, pour tout le corps. Et enfin, avec une force de 100 G, le cerveau se balade un peu partout dans la boîte crânienne. Tout cela est très bien sur le papier, mais les autocollants fonctionnent-ils vraiment? Je le colle comme ça, Voilà, sur ma canette. c'est ça, ton colis. Ma canette fait office d'être humain. Oui. Bon, Plus haut, tu n'es pas encore à 50 G. d'accord, je vais la lancer. Prêt?
Elle est rouge, je le vois d'ici. C'est parfait. Rouge, ça veut dire que tu serais mort. Cela fonctionne avec une canette, mais qu'en sera-t-il avec notre bon vieux Buster? C'est super, Grant. J'ai hâte de voir ça. Vous avez peur? Sur le circuit, Adam et Carrie entament la deuxième étape de leur test de conduite. Ils viennent de faire un tour de chauffe et maintenant il est temps de sortir les portables pour tester leur degré de distraction. Lors du test du portable, je resterai sur le côté et je leur parlerai au téléphone. Je demanderai au conducteur de faire 3 choses différentes. La première sera de répéter une phrase. Ils auront juste à répéter ce que je viens de dire. La deuxième, ce sera une devinette. Ils devront penser à la réponse qu'ils me donneront. Et enfin, la troisième sera une sorte de monologue. Ils devront me citer 5 choses correspondantes à un sujet que je leur imposerai. Pour moi, leur conduite va en souffrir. C'est obligé. J'ai un peu d'appréhension. Je crois que je vais pas y arriver. Bon, allez, c'est parti. Jack a piqué le ballon de Anne. Qui est le voleur? Test du freinage. Je dirais... Jack. Jack? Bon, répétez la phrase suivante. Le conducteur s'est fait arrêter pour avoir roulé à 107 km/h dans une zone limitée à 30. Le conducteur va s'arrêter pour conduire dans une zone limitée à 100. C'est l'heure du créneau. Non, ce n'est pas ça. Le conducteur roulait à 107 km/h dans une zone limitée à 30. Cite-moi 5 choses qui se trouvent dans ta voiture. 5 choses dans ma voiture. Alors, le volant, Un chronomètre, le rétroviseur, des blocs-notes, mon siège, un stylo, la ceinture de sécurité un chargeur. et le compteur de vitesse. C'était horrible d'essayer de conduire et de parler au téléphone simultanément. On ne peut pas faire attention aux deux en même temps. Imagine un dessin comprenant un losange, un rectangle et un cercle. Si le cercle est à droite du rectangle et au-dessus du losange, est-ce que cela veut dire que le rectangle est au-dessus du losange? Aucune idée. Le rectangle. Tu peux répéter? Si Jane est plus petite que Kim, qui est la plus grande des deux? Ensuite, le contre-la-montre. C'est Kim. C'est Kim. Cite-moi 5 choses qui font partie de ton quotidien au travail. Faire de la lèche. Faire des trous. Me coiffer. Avoir des sautes d'humeur. Faire du yoga. Passer des coups de fil. Aller au travail en voiture. Et enfin, le test d'obstacle. Filtrer les appels de certaines personnes. Et... Au coude à coude, dans la dernière ligne droite, le vainqueur est... Alors, C'était horrible. Un vrai cauchemar. elle a raté sur toute la ligne. À un moment, elle voulait tourner et elle a eu la riche idée de manœuvrer le volant avec le coude. Sans parler du fait qu'elle a raté presque tous les obstacles du parcours. Et Adam? Il n'a pas réussi non plus. Il a raté la moitié des épreuves. C'est un échec sur toute la ligne. Il y a eu beaucoup d'études aux résultats contradictoires sur l'influence d'une conversation téléphonique sur la conduite. Oui, une étude a même montré qu'une simple conversation n'affecterait pas la conduite. Oui, mais une étude britannique a développé toute une série de tests, en particulier des tests de mémoire, de logique et de calcul mental. L'étude a prouvé que cela nuisait grandement à la conduite. C'est la première à avoir comparé la conduite en téléphonant à la conduite en état d'ivresse qui, comme tout le monde le sait, est dangereuse. C'est l'heure de l'apéro. Pour ressentir plus vite les effets de l'alcool, ils sont à jeun depuis hier soir. Je n'ai pas tellement envie de boire. Je n'ai pas mangé ce matin. J'ai faim et ça me donne mal à la tête. En plus, comme il fait chaud, je crois que la bière va sérieusement m'attaquer. Sérieusement, mais pas trop. Ils doivent s'assurer que leur taux d'alcool dans le sang ne dépasse pas 0,08, la limite autorisée pour prendre le volant en Californie. Sinon, l'expérience ne pourra pas être validée.
L'équipe a demandé aux autorités locales de les faire souffler dans l'alcotest 15 minutes après chaque bière. Bon, mettez-vous à boire. Santé. Pas facile ce boulot, mais il faut bien se dévouer. Santé. Je suis étonnée d'être un peu pompette. Une bière, l'estomac vide. On dirait que Carrie n'est pas la seule. Faites devant la caméra pour montrer que les femmes le font aussi. C'est hors de question. Si mon copain apprend que je pète, il me quittera. Il faut simplement placer la bouche sur l'embout et souffler. 15 minutes après sa première bière, Carrie est fin prête pour le test. Compris? Progressivement, Je vais le tenir. Non, soufflez un grand coup. Encore, encore, encore. Allez. C'est bon. Regardez ce qui s'affiche. 0,038. Encore un petit effort. je dois en boire une autre? Monsieur le policier, une bière. Passons à Adam. Encore, encore, encore. Allez. On continue, allez. C'est bon. Il va m'en falloir une autre. 0,027. 0,027. J'ai encore de la marge. Nos amis ne peuvent plus s'arrêter de boire. Continuez, continuez. On se rapproche, mais Carrie doit continuer de boire. Et si elle buvait la deuxième moitié de sa bière? Il n'en reste plus qu'un tiers. 0,051. 0,051. C'est parti pour une autre bière. Après 2 bières, Carrie souffle à nouveau. Enfin, 0,075, c'est bon. Ça y est. Superbe. Ça y est, j'arrête de boire. 0,075. Quant à Adam, 3 bières lui suffiront. 0,07. 0,07. Génial. 0,07. Ça me convient. Maintenant qu'ils ont fait le plein, il est temps de reprendre la route. Mais d'abord, revenons à la position de sécurité préconisée par les compagnies aériennes. Adam exprime sa joie. Buster et quelques membres de sa famille vont participer au premier test. Buster sera assis normalement et non pas dans la position de sécurité. C'est un test de contrôle. Grant est en train d'installer l'accéléromètre dans la tête de Buster. Le dispositif de contrôle du coup est déjà en place. On va voir s'il y a une différence entre cette position et la position de sécurité. Il va tomber d'une hauteur de 4,5 mètres, ce qui devrait correspondre à la vitesse de 10 mètres par seconde spécifiée en général de l'aviation civile. L'impact devrait atteindre entre 30 et 40 G. Et je crois que ça ne va pas être beau à voir. Un vrai film d'horreur. Ça m'a l'air parfait. Ça m'a l'air sacrément haut. Tu peux y aller. D'accord. 5, 4, 3, 2, 1... Quelle chute magnifique! Facile à dire lorsqu'on n'est pas à bord. L'impact était impressionnant. J'ai même senti bouger le béton du parking. Vous savez, 450 kilos, c'est du solide. Les sièges sont défoncés. Il est tombé fort et bien droit. Je suis soufflé. Mais est-ce conforme aux normes? En plein dans le mille. Voyons cela au ralenti. Notre test répond à la lettre aux critères de la direction de l'aviation civile. Ça n'aurait pas pu être mieux. On est monté à 12,50 mètres par seconde avec un temps de collision de 54 millisecondes et une force de 21 G appliquée à la structure. Cela correspond parfaitement aux directives. Pour moi, il est tout ce qu'il y a de plus valide. Les capteurs devraient pouvoir nous en dire plus. Tu veux jeter un coup d'œil au torse? Avec plaisir. Ça donne quoi? Il n'a même pas atteint les 50 G. La force de l'impact sur Buster n'a même pas atteint les 50 G. Au moins, son corps a survécu au crash. L'appui-tête a dû absorber une partie du choc. Mais qu'en est-il de sa tête? L'accéléromètre indique quoi? On est monté qu'à 56,4 G. Pas de lésion cérébrale grave. L'impact doit atteindre au moins 100 G pour provoquer un traumatisme crânien grave. Buster va s'en sortir, il aura juste une sacrée migraine. Regarde un peu la tablette. Et son cou, ça va? Au niveau du cou, l'ohm-mètre indique 4,67 kOhm.
On est loin du seuil de 6,7 kOhms synonyme de traumatisme cervical. La nuque de Buster n'a pas été projetée suffisamment en arrière pour que l'ohm-mètre indique une lésion grave. Ce test, c'est un peu une ode à la conception exceptionnelle de ces sièges. Avec une chute pareille et des sièges qui s'effondrent tout autour d'eux, on aurait peut-être eu 1 ou 2 fractures, mais les passagers auraient tous survécu. C'est vrai. C'est dingue. Tout indique qu'ils auraient survécu à la chute. Bon, maintenant, on va enlever Buster de là et l'installer pour notre deuxième test, celui de la position de sécurité. Pour préparer le test, il va falloir reconstruire toute la plateforme. Et une lésion grave. Une. Tout compte fait, une jambe cassée, ce n'est pas si grave. Et pourtant, si. Avec une fracture du fémur, difficile de marcher jusqu'à la sortie de secours. Seuls 20% des victimes d'un crash meurent sur le coup. 80% d'entre eux survivent. On vient de le démontrer. Par contre, ce sont la fumée et les flammes qui ont raison d'eux. Ce qui est mortel, c'est de ne pas pouvoir se lever de son siège. La position de sécurité parera peut-être à cette éventualité. On veut voir si la position de sécurité change quelque chose. En classe économique, les passagers ont moins de place qu'en classe affaires. En classe affaires, on peut vraiment bien le faire. On peut se recroqueviller bien à plat. En classe économique, les sièges sont tellement rapprochés que l'on s'accroche au siège de devant. Du coup, la force de l'impact se disperse dans le siège plutôt qu'au niveau des cervicales. Comment faire prendre cette position à un mannequin? On lui attache les mains et la tête vers le bas. Comme cela, il restera dans cette position quand on le fera tomber. Cela n'influera pas sur le déroulement du test parce que la ficelle cédera dès que le portique touchera le sol. Vas-y, tu peux le monter. Génial. Tout ce qui monte 3, 2, 1... doit un jour redescendre. Voyons ce que cela donne. Rien à signaler au niveau du torse. Comment se porte la tête de Buster? L'accéléromètre n'indique que 34 G au niveau du crâne. Il n'y a rien eu de spécial. La force appliquée au crâne de Buster est inférieure de 20 G à celle du premier test. Le capteur au niveau des cervicales indique un choc nettement moindre. On est passé très loin de la fracture. Même si ça donne l'impression d'un vrai carnage, en matière de traumatisme, on s'en sort très bien. Pour résumer, en classe économique, la position de sécurité vous évite le coup du lapin. Mais les jambes, c'est une autre histoire. On dirait que la fracture du fémur est inévitable. Même si on survit, on ne peut pas se lever de son siège. Ce n'est pas bon. Les dégâts qui sont faits au siège, c'est autant que le passager ne subira pas. C'est exactement comme pour un accident de moto. Si votre casque est abîmé, c'est qu'il a bien absorbé le choc et qu'il vous a protégé. C'est la même chose, c'est fou, mais ce deuxième test vient de confirmer tout ce que nous pensions. Non seulement la position de sécurité n'a pas pour but de vous tuer, mais c'est surtout le moyen le plus sûr de survivre à une collision ou à un accident d'avion. En classe économique, le mythe ne tient pas la route. Celui-ci a un peu trop bu. Mais qu'en est-il de la classe affaires? Des sièges plus larges, plus de place pour les jambes. La classe affaires, c'est le grand confort. Super. Mais est-ce vraiment plus sûr? On peut se recroqueviller complètement et s'attraper les chevilles. Recule un peu ses jambes. Ça marche. Oui. 3, 2, 1. On ne se lasse jamais de voir nos Mythbusters torturer ce pauvre Buster. Les sièges ont l'air d'avoir mieux résisté qu'en classe économique. Soit, mais qu'en est-il du passager? Une jambe en moins. À première vue, avoir plus de place, ça lui fait une belle jambe. Regarde ça. C'est de la folie. En 2 endroits, ici et là. Le fémur et le péroné sont fracturés. Les autres membres de Buster ont-ils souffert? Les autocollants n'ont pas viré au rouge. J'ai vérifié, aucune capsule ne s'est percée. On n'a pas dépassé les 50? Non. Les cervicales n'ont rien. L'accéléromètre indique 43 G. C'est plus ou moins la force reçue en position de sécurité en classe économique.
Comme il n'y avait pas de siège devant, son corps a été projeté en avant et sa tête a presque heurté le sol. C'est sûrement parce que, contrairement à une personne normalement constituée, il a la souplesse d'un yogi. On n'a toujours pas atteint le seuil d'un possible traumatisme crânien. Mais c'est quand même une sacrée bosse. Il aura une grosse bosse, mais aucun traumatisme crânien. Quelques antidouleurs devraient faire l'affaire si les cervicales ne sont pas fracturées. Le potentiomètre indique quoi? Le résultat est bon. On est à 4,43 kOhms. Il est blessé? Non, loin de là. Les cervicales n'ont rien de grave. C'est sûrement parce qu'il n'y a pas de siège devant lui. Cela évite que sa tête bute contre quoi que ce soit. Il s'est cogné, mais pas suffisamment pour souffrir du coup du lapin. La tête et les cervicales n'ont rien, mais il ne peut pas atteindre la sortie de secours. Ça confirme bien ce que l'on pensait. Avec une jambe cassée, on ne sort pas de l'avion. On passe au test suivant. Pour résumer, en adoptant la même position de sécurité, Buster s'en sort mieux en classe affaires qu'en classe économique. Bien sûr, il ne s'en sort pas indemne, mais au moins il est toujours en vie. Pour le tout dernier test, l'équipe va se pencher sur le seul siège qui ne soit pas dans le même sens que les autres, celui du steward. Buster n'a jamais été steward. C'est bien, tu gravis les échelons. Good morning, everyone. My name is Adam, and I'll be your flight attendant today. On behalf of our San Francisco-based flight crew here on MythBust Air, we welcome you to your flight. That flight's going to be about 40 to 80 milliseconds, and it might be a sharp bump at the bottom, but rest assured there's people here that can put you back together. 3, 2, 1... Bon, la variation est minime. L'ohmmètre indique que la nuque de Buster n'a pas bougé. Le cou ne s'est presque pas fléchi, parce que la tête était maintenue par l'appui-tête. Cela a bien diminué le risque de traumatisme cervical. Je dois enlever les capteurs de sa tête pour enregistrer les données. J'ai une pointe à 87,4 G. Le ralenti le montre bien. Son corps est projeté en avant, mais il a évité le coup du lapin. 87 G, c'est presque 2 fois plus que la force relevée lors des tests en classe économique et en classe affaires, que ce soit avec ou sans la position de sécurité. Et le résultat indiqué par les accéléromètres n'est pas folichon. On a dépassé les 50 G. C'est vrai? Oui. Être si en sens inverse, est-ce vraiment plus sûr? C'est ce que croit le docteur John Paul Stapp. Son programme de recherche sur la survie aux accidents a prouvé que le corps humain résiste mieux à la force gravitationnelle lorsqu'il est assis en sens inverse. Il peut supporter jusqu'à 85 G. Mais l'ingénieur Richard Dewis n'envisage pas encore de retourner tous les sièges d'avion. Je ne suis pas convaincu. Il est vrai que les forces sont beaucoup mieux réparties lors d'un choc frontal, mais comme vous faites face à la queue de l'avion, vous recevez tous les débris en plein visage. Je n'ai aucun problème avec des sièges comme cela s'ils sont bien conçus, mais des sièges normaux peuvent être tout aussi sûrs. Espérons-le, parce que pour le test suivant, ce sont nos chers Mythbusters qui vont mouiller leur chemise. Mais d'abord, passons à la 3e étape de notre test de pilotage. Carrie et Adam ont fait le plein. Ils sont prêts à démarrer. Ils ont réussi le tour de chauffe, mais ont échoué au test du téléphone. L'estomac vide, ils ont bu juste assez pour rester dans la légalité et s'apprêtent à attaquer le circuit une 3e fois. 0,065. Vous montez avec moi? Une fois de plus, un valeureux moniteur se dévoue pour juger de leur performance. Tu risques juste de te prendre quelques plots. Je ne m'en fais pas. Quelques plots, espérons qu'il a raison. Partez! Commençons par le freinage. C'est un stop, Carrie. Ralentis. Stop! D'entrée de jeu, elle a dépassé le stop d'un gros 1,50 m et s'est arrêtée sur le passage piéton. Ça promet. Passons à l'épreuve du créneau. Elle a réussi son créneau. C'est l'un des plus beaux qu'elle ait jamais fait. Magnifique. Maintenant, l'épreuve du chronomètre.
Rappelez-vous qu'elle doit être faite en 45 secondes. Mais Carrie appuie sur le champignon. Elle a 15 secondes d'avance. Espérons qu'elle fasse mieux lors du test d'obstacle. On a massacré quelques plots pendant le test d'obstacle. Pas vraiment. Je me suis pris 1 ou 2 plots. 1 ou 2 plots? La moitié des obstacles seraient plus proches de la réalité. N'emploie pas le mot échec. Disons plutôt que je n'ai pas réussi. Je me sens fatiguée et un peu pompette. J'arrête les frais pour aujourd'hui. Je n'ai pas l'habitude de boire sous le soleil. Tout ce que je veux, c'est dormir et manger un bout. Vas-y, Carrie, fais-toi plaisir. Tu l'as bien mérité. Je vais pouvoir manger de la pizza. Le reste, je m'en fiche. La récompense attend Adam au bout du circuit. Ça va? Partez! S'il arrive à se garer, bien sûr. Pour le créneau, ce n'était pas son jour. Plusieurs fois, j'ai dû lui rappeler de regarder des deux côtés. Il n'a pas réussi à 100%. L'épreuve touche à sa fin, il ne reste plus qu'un test. Il a réussi le parcours d'obstacles, mais le problème, c'est qu'il a freiné tout du long. Ce n'est pas joli. Adam et Carrie ont raté la moitié du parcours. On va dire 2 échecs et demi. Tu n'es qu'à moitié nul. Mais pas du tout. C'est vrai que j'étais quand même sacrément diminué. Des gens dans un état comme le mien, je n'en veux pas sur la route. C'est bien vrai. Conduire en état d'ivresse, cela est non seulement idiot, mais c'est surtout illégal et très dangereux. Alors, le mot de la fin? Les résultats indiquent que conduire téléphonant est potentiellement aussi dangereux que de conduire en état d'ivresse. On a tous les deux échoué au test du téléphone et à celui de l'alcool. Mais on a raté le test du téléphone de très loin. Ceci étant dit, je reste persuadé que s'il arrive quelque chose, un téléphone, ça peut se poser. Alors que moi, personnellement, je ne peux pas m'arrêter instantanément d'être ivre. Vous en dites quoi? Confirmé, bidon ou plausible? Confirmé à 100%. Je suis d'accord, confirmé. Je suis soufflé. Soufflé et un peu sous. Le mythe est confirmé. Pour tester si la position de sécurité est bien là pour vous sauver, Air Mythbuster est prête à décoller et à s'écraser. Mais cette fois-ci, l'équipe utilise des mannequins tests un peu spéciaux. Le test que l'on s'apprête à réaliser va servir à voir ce que ça fait de tomber alors qu'on est dans un siège d'avion. On va attacher nos ceintures et faire un petit tour. Si l'on ne fait pas cela comme il faut, le risque de se faire mal est très grand. On va prendre toutes les précautions possibles et ne tomber que d'1,50 m. La force engendrée ne devrait pas dépasser les 3 G. Au cas où, ils vont utiliser les autocollants pour vérifier s'ils ne dépassent pas les 50 G. C'est la source de tous mes pouvoirs. Et voilà. Tu as bouclé ta ceinture? Ne contractez pas les muscles des bras. Le pire qui puisse m'arriver? Une fracture des cervicales. Buster s'est fracturé les fémurs à chaque fois, mais il tombait d'une hauteur de 5 mètres. Nous, on ne tombe que d'1,50 m. Ce n'est pas aussi haut. Enfin, ça paraît haut, mais ça ne l'est pas. C'est parti! Je ne le sens vraiment pas. J'avais promis à ma mère de ne plus jamais mettre ma vie en danger. On dirait que tu n'as pas tenu parole. Allez, on y va! Ça m'a l'air un peu haut, mais vous n'avez rien à craindre. Si ce n'était pour mon problème de dos et ma compagnie d'assurance, je serais là-haut avec vous. C'est cela, oui. Allons-y avant que je change d'avis. 5, 4, 3, 2, 1. Je me suis cogné la tête contre le siège de devant, ça ne fait pas du bien. La tête, ça va, mais mes lunettes sont cassées.
Je me suis cogné le genou sur le siège de devant. Oui. Ça va le genou? Oui, ça va. Rien de cassé? Non, ça devrait aller. Ça va? Oui, oui. Bon. Mes tibias me font mal. La bonne nouvelle, c'est que les sièges ont presque tout absorbé, ils sont en miettes. C'est vrai? C'est plutôt bien, parce que sinon, c'est la colonne vertébrale qui aurait pris. Je boirais bien un petit verre. Je suis toute tremblante. Vraiment? Pourtant, l'idée semblait tellement bonne. C'est pas vrai. Je me suis cogné le genou dans le siège de devant. Tu vas avoir un bleu. Au moins, tu n'as rien de cassé. Je voudrais juste dire à ma maman et à mon papa que je suis désolée. Je ne sais pas. Je suis un peu bête. Regarde l'armature. L'armature est sortie de sa brassière. Incroyable! Je peux faire un gros plan? Non, je crois qu'on peut s'en passer. Étant donné qu'on était à un angle de 30 degrés, la position de sécurité nous a sûrement évité le traumatisme crânien. Sinon, avec une force pareille, on ne peut pas se retenir. Même avec une force de seulement 3 ou 4 G, on n'aurait jamais pu garder la tête en arrière. Heureusement qu'on était dans cette position. Le pire, c'est quand je me suis cogné sur le siège de devant. Du coup, j'ai compris pourquoi il ne fallait pas mettre les pieds sous le siège de devant. La position de sécurité, c'est une bonne idée. J'ai bien senti que toute l'énergie était absorbée par le siège plutôt que par les cervicales et le crâne. Sur le coup, ça fait mal, mais j'aurais pu tomber de plus haut. Lors d'un impact, la position de sécurité est extrêmement efficace. Nos tests ont prouvé qu'elle est au moins 3 fois plus sûre que la position normale. All right, everybody. Well, we thank you for flying Midbust Air, and on behalf of our San Francisco-based flight crew, Tori, Carrie, and Adam, we know you have a choice of airlines, and we're glad you chose us. Selon le mythe, la position de sécurité est faite pour vous tuer. Qu'en dites-vous? Rappelle-nous les derniers chiffres, Grant. Nous avons démontré qu'en classe économie, la position de sécurité protège mieux que la position normale. Et que la classe affaires est encore plus sûre que la classe économie. Et enfin, le siège réservé aux stewards est le plus sûr de tous. Il supporte une force allant jusqu'à 80 G pour un traumatisme cervical moindre. Sans parler du fait que, pour notre plus grand bonheur, la famille Mythbuster s'est enfin agrandie. Nous avons 3 mannequins supplémentaires à torturer. Je crois qu'on peut d'ores et déjà leur tirer notre chapeau. Ils ont déjà les marques d'usure d'un vrai Mythbuster. Qu'est-ce que vous en pensez? Plausible? Confirmé? Ou bidon? Celui-ci est complètement bidon. Bidon. Pas de conspiration ici. Cette position est bien la meilleure. Un mythe bidon de plus.